Bonjour, encore une fois, soyez les bienvenus dans les forêts de Roumanie, dans les forêts de Bucovine. Je suis docteur ingénieur Ion Barbou, directeur des recherches à l'Institut des recherches forestières en Roumanie. Et j'ai l'honneur, si vous voulez, de vous présenter une réserve intéressante des Carpates orientales dans le massif de Rarău, à une altitude d'environ 760 mètres, mais qui impressionne par la variabilité de la géologie, de la géomorphologie, du relief et bien sûr de végétation et de monde animal. Nous sommes ici dans une zone assez proche, d'une part de la ville de Câmpulung, qui a été une zone assez dense peuplée dans la période du Moyen Âge, mais aussi nous sommes dans la proximité de la plus intéressante réserve des Carpates de Roumanie, et la plus ancienne, c'est la forêt vierge de Slătioara. Nous avons discuté sur la forêt de Slătioara et sur ses caractéristiques qui nous donnent, si vous voulez, les éléments de différenciation de forêts, généralement parlant, de forêts vierges. Les forêts vierges dans les Carpates sont assez fréquentes. Dans les dernières 100 années, bien sûr que la pression sur cette valeur des Carpates, les forêts, a commencé à exploiter à grande échelle nos forêts, ce pourquoi les surfaces des forêts naturelles ont commencé à diminuer. Nous sommes ici dans une zone qui, depuis plus de 60 années, a été déclarée réserve dans les montagnes de Rarău, une clipe calcaire avec des particularités de relief et de végétation très intéressantes qui ont été étudiées pour mieux comprendre comment la nature fonctionne. Dans le cadre de l'Institut des recherches forestières, nous avons commencé depuis longtemps une analyse très détaillée de structure et fonctionnement des écosystèmes naturels par rapport aux écosystèmes artificiels qui ont été une mode il y a une centaine d'années, quand les forêts mélangées de sapins, de hêtres et de l'épicéa ont été substituées, si vous voulez, avec des plantations de l'épicéa. Heureusement, ce n'est pas le cas dans une grande partie des Carpates. Donc ça reste seulement des expériences desquelles nous devons apprendre quelque chose, et j'espère que les générations futures vont apprendre, et que la nature, la naturalité et la fonctionnalité des écosystèmes naturels sera une découverte. Dans ce qui concerne la structure géologique et la formation de ces gorges, parce que ces gorges s'appellent Moara Dracului, le moulin du diable, parce que quand les grands eaux arrivent, après les périodes pluvieuses, les eaux qui s'écoulent des versants de Rarău font un bruit formidable, comme dans une moulin d'autrefois, et les gens de la région ont nommé ces gorges les moulins du diable. Bien sûr, ça a été un espace assez difficile à pénétrer, parce que derrière nous se trouvent des immenses forêts des sapins et des hêtres qui donnent des quantités importantes de bois. Mais autrefois, ce bois ne pouvait pas être exploité et il mourait sur pied, et les gens se sont mis la question: comment peut-on exploiter et transporter vers la vallée, vers les villages, ces quantités immenses de bois. C'est pourquoi, il y a une centaine d'années,
ils ont commencé à construire des vrais ponts sur ces gorges pour que le bois, pendant l'hiver, peut glisser sur les grumes et arrive en bas sans être détruit. Comme ça, ils ont obtenu des quantités importantes du bois qui étaient réclamées par les fabriques des alentours. Après 1948, quand les forêts dans toute la Roumanie ont été étatisées, c'est-à-dire confisquées par l'État, bien sûr que les protecteurs de la nature, parce qu'autrefois, le comité pour la protection de la nature avait souvent, si vous voulez, des zones sensibles d'une part et des stations et des habitats rares pour les conserver. Dans ces conditions, depuis les années 50, on a mis dans une structure de protection ces forêts de Rarău et les gorges n'ont plus être utilisées pour le transport du bois. Maintenant, ils sont aménagés d'une certaine manière pour le tourisme. Ça fait l'accès des gens intéressés à développer leur connaissance sur la variabilité des habitats qui offrent ces micro-régions des gorges de Moara Dracului pour les gens qui aiment connaître la diversité des plantes, la diversité des mousses, la diversité des animaux. Juste pour votre information, je peux vous dire que dans des gorges similaires avec ce que nous visitons aujourd'hui, il y a 70 années ou plus, un renommé professeur de l'université de Czernowitz a fait une thèse sur les habitats et la diversité des mousses qui poussent sur les versants des gorges en décrivant plus de 362 espèces de mousses dans ces conditions. Vous voyez que la biodiversité, c'est non seulement la diversité des plantes et des animaux, mais aussi la diversité des plantes d'importance réduite, les mousses par exemple, mais les lichens, mais toute la faune et la végétation du sol qui produit la minéralisation de la matière organique. Il y a encore beaucoup à étudier, c'est pourquoi j'invite tous les gens intéressés à connaître, à découvrir, si vous voulez, la diversité biologique de nos forêts, de s'intéresser de tels habitats rares ou de surface assez réduite qui souvent passent inobservés par les grands publics, mais qui offrent une qualité extraordinaire des informations. J'espère qu'en valorisant de tels habitats, de telles réserves qui ont été parsemées par les scientifiques un peu partout dans la Roumanie avec le but de conserver, si vous voulez, la nature dans son état inaltéré par l'activité humaine, nous permet de mieux comprendre et de mieux agir dans l'avenir pour le bénéfice des générations futures. On discute de plus en plus sur le développement durable. Développement durable, c'est une notion assez nouvelle, mais nous ne devons pas oublier que les gens se sont mis ces problèmes de valoriser et de valorifier la nature sans la détruire. Je me rappelle l'un des slogans des forestiers d'autrefois que j'ai appris à l'école, à l'université il y a plus de 50 années. C'était un Français parade qui disait « Imiter la nature, hâter son œuvre ». Les valences de la forêt sont de plus en plus importantes et les gens découvrent de temps en temps des aspects souvent négligés de la valeur des espaces naturels, généralement parlant,
et des espaces forestiers plus particuliers. Voilà par exemple cette notion de phytothérapie qui est de plus en plus prisée et découverte par les gens qui viennent des agglomérations urbaines où le stress, où les comportements souvent aberrants des gens déterminent des pertes de la qualité de l'âme et de la fonctionnalité de l'homme. La phytothérapie, c'est une technique à découvrir la nature et les valences de la nature, de nous redevenir nous-mêmes et d'avoir le support dans nos forces de revenir à un niveau de fonctionnement de plus en plus efficace après une petite balade dans la forêt. Je me rappelle que j'ai commencé il y a plus de 50 années mes recherches comme assistant d'un professeur de l'Institut de l'hygiène et de santé publique de Bucarest qui étudiait l'effet de la forêt sur le stress des gens. Donc il y a une cinquantaine d'années, on essayait de mesurer, donc de venir avec des valeurs concrètes concernant la capacité de la forêt de mobiliser l'âme de l'homme et la fonctionnalité physiologique de l'homme en rapport de stress. Et on a mesuré, je me rappelle, donc il y a plus de 50 d'années, on a mesuré la quantité d'ions négatifs qui sont élibérés par les arbres, par la végétation généralement parlant, mais par les arbres dans le processus de photosynthèse. Nous avons commencé ces mesures dans des forêts d'âges différents, des espèces différentes et de largeurs différentes. Donc, dans les massifs forestiers, généralement parlant, ces capacités, je vous dis encore une fois, mesurables des forêts qui réalisent, si vous voulez, aujourd'hui ce qu'on nomme la phytothérapie est beaucoup plus important par rapport à des petites forêts ou des petits parcs autour de nos maisons. Donc, encore une fois, une invitation dans la forêt pour découvrir les valences des arbres et de la couverture forestière pour nous déstresser est absolument formidable. C'est pourquoi il y a du travail pour des générations pour mieux comprendre la nature et hâter son œuvre. Hâter son œuvre, bien sûr, dans le bénéfice des générations futures. J'espère, comme toujours, que les gens ont la capacité de comprendre et d'apprendre des fautes qui ont été faites autrefois, quand les gens, dans leur arrogance, s'imaginaient qu'ils peuvent transformer la nature et la réalité qui nous entoure.